Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. 3 formations politiques, pas plus, pour présider aux destinées des 117 communes du Bénin. Historique depuis l'ère du renouveau démocratique et l'expérience de la décentralisation. Seulement, la prouesse, fruit de la réforme du système partisan, semble laisser comme un goût d'inachevé. Des 3 formations politiques victorieuses, 2 se sont taillées la part du lion de par le résultat. L'UP et le BR, des formations pro-régimistes. Des formations qui malheureusement peinent, mesdames et messieurs, à accorder le violon sur le choix de l'homme prétendument providentiel à la tête des mairies. Depuis le démarrage des cérémonies devant conduire à l'élection des maires, c'est une cacophonie à nul autre pareille. Élection des maires sur fond de tension et d'intrigue, la réforme du système partisan à l'épreuve de la réelle politique. Le débat, c'est tout de suite et maintenant sur ce plateau en notre compagnie, un technicien des questions de décentralisation, Xavier Zola. Il est expert foncier et gouvernance locale. Il a accepté donc nous accompagner durant ces 45 minutes d'analyse. Xavier Zola, bonjour. Bonjour et bonjour aux amis téléspectateurs, bonjour à tous les amis de SICA TV. Et c'est nous qui vous remercions pour la disponibilité. En face de vous, pour nous aider à aller au-delà des questions techniques, Marcel Zoumenou, journaliste, analyste. Il est l'assistant du DP, directeur de publication de la Nouvelle Tribune, le quotidien qui n'est plus à présenter. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Oui, élection des maires, mesdames, messieurs, on les imaginait comme une lettre à la poste au regard des nouvelles dispositions régissant les questions de la décentralisation, surtout au lendemain de la réforme du système partisan. Mais sur le terrain, les données, manifestement, sont tout autres. Xavier Zola, le constat, vous l'avez sans doute fait aussi, un imbroglio qui surprend plus d'un. Quel est le regard du politique sur ces scènes auxquelles nous assistons? Merci beaucoup. Ce n'est pas un regard de politique que non, je vais... un regard de technicien, c'est pourquoi je l'ai dit. L'analyste nous aidera à avoir le regard politique. Exactement. Je crois que pour ma part, parler de cacophonie, c'est trop dit. Oui, c'est trop dit, c'est trop fort. Le Bénin a choisi donc de réformer donc, son système électoral. Et il y a eu des choix qui ont été faits. Donc on va pas, je ne sais pas si c'est le moment de discuter de ces choix, mais de toute façon, il y a eu des choix qui ont été faits. Il y a des dispositions donc, qui ont été votées. Et donc, nous sommes au moment, surtout en ce qui concerne les élections communales et municipales, donc nous sommes arrivés au moment de la mise en œuvre des dispositions donc, qui concernent donc, ce volet. Et quand on passe d'une situation A à une situation B, je crois que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain d'observer quand même un certain nombre de dysfonctionnements ou peut-être un certain nombre d'éléments qui ne fonctionnent pas exactement comme on l'aurait pensé. Donc je pense qu'il faut d'abord se mettre dans cet état d'esprit pour pouvoir regarder, apprécier donc, ce qui se passe en ce moment. Donc avec l'élection des maires, notamment et de leurs adjoints, à partir donc du code électoral qui date de fin 2019, je crois. Et donc, on ne va pas parler de cacophonie. Après avoir dit ça, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'éprouver les tests. Donc, on est en train de prouver le code électoral. Donc, pour ce qui concerne, comme je le disais, l'élection donc, des maires, et c'est normal donc, qu'il y ait qu'on constate ce qui se passe. Et ça, il faut qu'on puisse regarder à tête froide, il faut qu'on puisse observer et également, il faut qu'on puisse mettre tout ça en lien avec les objectifs aussi qui étaient fixés par rapport à la réforme donc, du système partisan, à la réforme du système électoral, pour voir vraiment les réajustements nécessaires à faire, pour voir donc, les initiatives à prendre. Et je crois que c'est de ça que nous allons pouvoir parler au cours de cette émission. Ne vous en faites pas, on y revient. Mais avant de donner la parole vis-à-vis, vous permettez, je demanderai le regard du technicien. Nous, les professionnels des médias, on va toujours chercher loin. Vous le savez, vous êtes passé par là pour pouvoir avoir les bonnes réponses à l'audit. Si vous devez caricaturer ce qui se passe aujourd'hui ou carrément qualifier ça, parce que vous êtes gardé d'utiliser d'adjectifs, ce n'est pas une cacophonie, mais ça ressemble à quoi? Non, un bon désordre. Je ne sais non, vous ne qualifiez pas. Je cherche le mot, peut-être, je ne sais pas si je vais le trouver, mais okay. je reste convaincu qu'il s'agit donc d'un début.
quel que soit demain ce qui va se passer, quel que soit demain les réajustements qu'on va peut-être faire, c'est un début et c'est normal. Mais après aussi, quand vous prenez des décisions, quand vous faites des choix que vous voulez mettre en œuvre, après l'homme reste ce qu'il est. Nous sommes en sciences humaines, la politique vit donc un peu de la science humaine, je dirais. Et donc, c'est des hommes, c'est pas automatiquement où quand vous mettez 1 + 1, vous attendez forcément à obtenir 2. Hein? C'est pas forcément le cas, parce que c'est des hommes qui doivent pouvoir agir, qui doivent avoir des comportements. Ce qu'on observe, c'est que le régime en place, le régime du président Patrice Talon, beaucoup pensent que ce régime qui est quand même assez fort, qui arrive à tenir les manettes, devrait pouvoir faire les choses un peu plus facilement, un peu plus simplement. Donc c'est peut-être parce que les choses ne se passent pas aussi simplement comme on l'aurait imaginé avec ce régime quand il choisit de faire quelque chose, quand il choisit de mettre en œuvre des dispositions. C'est peut-être ça qui fait qu'on pense qu'il y a de la cacophonie et tout ça. Mais après, on a quand même 77 communes, on a, vous voyez déjà, je sais pas, près de 3000 conseillers. Et il y a des enjeux locaux. Il y a des enjeux locaux, il y a des situations particulière au niveau donc des communes et tout ça. Donc c'est un ensemble de choses dont qu'il faut pouvoir regarder, dont il faut pouvoir tenir compte pour ne pas biaiser la lecture ou bien l'analyse, parce que juste si on doit s'en tenir juste à une lecture politique, ou bien on doit dire bon non, le gouvernement ça ne passe pas parce que les gens s'opposent au gouvernement. Ce n'est pas, enfin moi je ne vois pas. Encore que dans le cas d'espèces, on ne pourrait même pas parler de s'opposer. Ça se joue même entre des formations qui sont supposées regarder dans la même direction, accompagner tous le chef de l'État, pour le préciser, UP et BR à ce niveau. Oui, Marcel Zoumenou, c'est quoi le regard de l'analyste? Il paraît qu'on est sur un terrain, on est sur un terrain politique, et la science politique ne peut ne pas s'inspirer des données techniques. Les deux vont de pair, à ce qui paraît. Tout à fait. Et contrairement à mon ami Xavier, bon, moi je ne trouve pas très fort le mot cacophonie. Ah bon? Je crois que c'est même de l'euphémisme que de parler de cacophonie, et que s'il y avait un autre mot plus fort, qu'il fallait le chercher pour le trouver. Bon, à chacun son opinion. Je voudrais faire un petit récapitulatif. Dans les années 90 et début 2000, d'habitude, quand on veut aller aux élections, vous voyez les députés qui votent 3 lois, ce qu'ils appellent les règles générales pour l'organisation des élections en République du Bénin, et 2 règles particulières, les règles particulières pour l'élection du président de la République et les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée. Alors, à chaque élection, ces lois électorales étaient toujours modifiées. Et donc, tous ensemble, les partenaires techniques et financiers, gouvernement, acteurs locaux, ONG, tout ça là ont décidé maintenant quand même, ça ne fait pas sérieux de changer chaque fois les lois électorales. Allons à un code. Ce que nous avons réussi à faire et qui nous a permis d'avoir le code électoral de 2013. Ce code électoral nous a permis d'organiser 2 élections ou 3, les élections législatives de 2015. Je crois aussi en 2015, on avait également les élections communales et la présidentielle de 2016. Puis un nouveau chef d'État vient, sans qu'on nous dise réellement quel est le diagnostic qui a été fait, quelle est l'insuffisance que ce nouveau code qu'on vient à peine, après avoir tiré le son de tous ces millimélos du passé, qu'on vient à peine d'adopter, quelles sont ces insuffisances sans faire cet inventaire. On envoie un nouveau code à l'Assemblée, qui est le code qui a été voté en 2018 et qui vient avec des dispositions qui chamboulent tout. Et vous savez que c'est ce code de 2018 et accompagné de la charte des partis politiques et qui ont permis d'organiser pour la première fois depuis 1990 au Bénin des élections législatives exclusives. Aucun parti de l'opposition n'y était présent. Et donc, on a dit, avec tout ce qui s'est passé, avec des violences, qu'il faut corriger le code. Et en 2019, on amène encore un nouveau code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème pour lequel le code de 2013 a été
et adopté, qui est d'avoir des lois électorales pérennes, n'a pas été réglé, puisque en 2 ans, on a 2 codes. Ça veut dire que on a choisi de retourner à l'ancien système, à l'ancien passé. Et je suis en train d'apprendre que ce même code de novembre 2019, qu'il faudra encore le retoucher, peut-être, on ne sait pas, dans les heures ou bien les jours à venir, pour régler un problème ponctuel. Et donc, quand on est dans le règlement des problèmes ponctuels, on sera toujours avec des codes qui reviennent chaque élection. Et donc, moi, je dis, non seulement on a fait du sur place, puisqu'on est revenu à l'ancien système d'avant 2013, et sur le plan de la qualité, de l'amélioration de la gouvernance politique, moi, je ne sais vraiment pas ce que ça nous a apporté. On revient sur la question de l'amélioration de la gouvernance. Vous avez dit tellement de choses qui relèvent aussi de la technique. J'aimerais avoir le regard du technicien. Oui. Xavier Zola, est-ce que là, on peut vraiment dire qu'on a fait du sur-place? C'est vrai, 2018, on s'est donné un nouveau code, c'est pour aller de l'avant. 2019, on a tiré la conclusion de ce qui s'est passé en 2018. C'est vraiment triste à rappeler. Ces amis innocents qui sont partis dans ces conditions, il fallait que les politiques s'asseyent encore. Eh bien, la conclusion a été le toilettage de certaines dispositions. Mais quand on passe en revue ces données, est-ce que déjà on peut dire que nous revenons encore des années en arrière? Je crois que l'élément important que je veux retenir de tout ça, mon cher ami Marcel Zomemou, il a bien fait, il est remonté dans le temps et tout ça. Il y a quand même un diagnostic qui a été fait. Un diagnostic qui a été fait et qui, notamment, a conduit ou a suscité la réforme du système partisan. Et entre autres, pour amener, pour ce qui concerne les élections communales, arriver à remettre les partis politiques au cœur de la gestion de la cité, au cœur de la gestion de nos localités. Et c'est ce qui a amené, finalement, à proposer que, ou à indiquer que les associations, bon, voilà, qu'on ne permette plus à la société civile ou aux associations de pouvoir présenter des candidats, mais aussi et surtout que ce soit les partis qui proposent donc, les candidats à l'élection des maires. Donc cet élément important, qui est important et sur lequel je voudrais vraiment qu'on focalise nos attentions ici. Mais non, par rapport à la conduite de tout le processus, on est parti du code de 2013 au code de 2019, après 2018 et après 2019. Ça, c'est encore tout un débat. Et que je ne sais pas si c'est vraiment le moment ou bien si c'est opportun de pouvoir ouvrir ce débat. Mais moi, je constate qu'il y a un régime qui est en place, il y a un pouvoir qui est en place, qui s'est fixé, donc qui s'est donné des orientations suffisamment claires et qui essaie donc de conduire le pays dans ce sens. Et donc, ça, c'est un constat. Maintenant, on peut toujours... Les uns et les autres peuvent estimer que bon, ça c'est pas peut-être les bonnes orientations ou ça c'est les mauvaises orientations. Bon, ça, ce débat, je crois que c'est pas vraiment opportun. Nous allons vraiment voir la question aujourd'hui de comment est-ce que les partis gèrent la désignation des... On y revient forcément. Il y a comme je dis, c'est toujours les invités qui font les débats, même si nous traçons notre conducteur, votre vis-à-vis a soulevé tout à l'heure que quand il observe, il a comme l'impression que ce plus, ou ce qui est considéré comme plus, et qui doit apporter du regain, du neuf à la gouvernance locale, eh bien là, c'est comme si on est passé à côté de la plaque. Je reprends son expression autrement. Vous avez l'impression que déjà là, on peut se permettre ces conclusions? Non, je ne dirais pas ça. Vous ne direz pas ça. Je ne dirais pas ça. J'ai voulu avoir, oui. Bon, je comprends. Il veut bien, mais même mot plus fort que la cacophonie. Ou bien, non, moi, je ne dirais pas ça. Franchement, je ne dirais pas ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense que cette tendance, il faudra aussi qu'on essaie d'aller un peu plus loin. Parce que j'ai déjà dit une fois sur ce plateau, pendant qu'on, je crois, il y avait une émission sur le bilan donc, de la décentralisation, je demandais juste la question, je posais juste la question du savoir. Si au jour d'aujourd'hui, et cette question-là, elle est valable aujourd'hui, et je crois qu'elle sera demain. Pour nos téléspectateurs, vous pouvez bien rappeler, oui. Au jour d'aujourd'hui, quelle est la vision que chacun de ceux qui sont aujourd'hui candidats pour être maire,
quelle est la vision que chacun d'eux développe pour leur commune. Quelle est la vision que eux, étant candidats pour être maire, étant même proposés ou candidats pour être maire, quelle est la vision qu'ils ont? Et qu'ils arrivent à partager avec Est-ce que votre vis-à-vis n'a pas raison de se poser des questions? Donc, je crois que les débats, c'est pour ça, moi, je dis, les débats, on a vraiment intérêt à pousser les débats. Allons-y déjà, Les oui. partis politiques aussi, arriver à permettre aux partis politiques de prendre des rôles majeurs sur ces questions aussi, c'est vraiment... Parce qu'avant, quelqu'un devient maire, c'est comme si, bon, on lui a, dans le quota politique, bon, on lui a offert, oui. Bon, voilà, on lui a offert cette commune, bon, il s'en contente, il a fait ce qu'il veut, personne n'est même prêt à lui demander des comptes. Le parti ne se reconnaît même plus forcément dans ce qu'il fait, quitte à ce que 5 ans ou enfin à la fin du mandat qu'il revienne pour dire je veux et puis on le met de côté ou ainsi de suite. Donc aujourd'hui vraiment nous sommes à un point où, et ça aussi on a vu ça un peu à l'occasion de cette campagne qui, bien qu'elle ait été essentiellement médiatique, le besoin exprimé par les populations que les candidats leur disent ce qu'ils veulent, c'est quoi le rêve qu'ils partagent, c'est quoi les idées, c'est quoi les objectifs pour lesquels ils veulent se battre, pour qu'à la fin, qu'on puisse dire, voilà, telle majorité qui a pu se dégager dans telle commune, comment est-ce que... Vous voyez, même dans les partis ou dans les communes où il n'y a pas eu de majorité claire, les négociations ne se font jamais autour des idées, autour de ce que proposent les listes. C'est toujours à la tête des personnes. Bon, moi je veux être maire, moi je veux pas être maire, tel ne doit pas être maire, moi je ne vais jamais accepter que tel soit. Donc, on en est encore là. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à basculer sur le terrain pour voir ce qui peut vraiment réunir les gens comme activité, comme... Voilà, vous l'avez dit, si le législateur a opté pour les tests qui nous ont conduits là où on est aujourd'hui, c'est pour de bonnes causes. L'une d'entre elles, qu'on ne saura perdre de vue, c'est permettre à ce que désormais la gestion de la cité soit assurée par des acteurs politiques. Et donc, ceux qui sont portés par des formations politiques. Et c'est aussi le début de ce à quoi on assiste aujourd'hui. On a 3 formations politiques. En principe, ça devrait être plus facile. Mais là, on a comme l'impression que la mayonnaise peine à prendre. Des formations, même venues majoritaires, sur le terrain, ça ne marche toujours pas. Et le technicien, quand il prend du recul, qu'est-ce qu'il se dit? Ou qu'y a-t-il lieu de retenir? Bon, vous savez, une loi... il n'y aura jamais de meilleure loi, il n'y aura jamais de loi parfaite. La preuve, quand vous allez même dans les démocraties, c'est tout le temps vous avez les lois évoluent, il faut tout le temps légiférer. La loi est obligée d'évoluer dans le temps. Alors, en ce qui concerne ce point précis par rapport à la désignation des maires, je crois que le problème, enfin la lecture que je fais, c'est que une fois que le parti présente son candidat au poste de maire, au poste d'adjoint, donc en l'occurrence pour le poste de maire, il faut forcément que les conseillers expriment leur vote. Mais ce qui n'avait pas été prévu, c'est le cas où le parti présente un candidat et le vote, comme on le constate, est non. C'est-à-dire, malgré qu'il soit seul, malgré qu'on ait un seul candidat au poste, les conseillers votent non. Je crois que c'est un élément aussi qui avait peut-être échappé pendant que le législateur était en train de travailler, était en train de en tout cas tous ceux qui ont travaillé pour... Et ça, il faut qu'on y réfléchisse. Mais pendant qu'on y est, je pense que la loi, telle qu'elle est, il faut l'appliquer. Et je crois qu'il y a un petit problème de lecture aussi. On dit, il y a l'installation, donc on installe, et à l'occasion de la séance d'installation, on élit le maire, ses adjoints et les chefs d'arrondissement. C'est ce qui est dit. Oui. Alors, quand le préfet procède à l'installation, et la deuxième phase maintenant, c'est l'élection qui est conduite par le bureau d'âge, donc qui est présidé par le doyen d'âge, avec comme assesseurs les deux plus jeunes. Et c'est ça que je ne comprends pas, comment ça se fait. Parce que c'est le rôle de ce bureau d'âge-là que je n'arrive plus à percevoir avec l'intervention donc du préfet. Automatiquement,
donc, des préfets automatiquement à l'occasion donc, de l'élection. Normalement, on devrait permettre à ce bureau d'âge de prendre en main la conduite de l'élection. Au besoin, si le préfet est là ou si ses représentants sont là, si c'est pour éclairer, si c'est pour juste un regard, orienter. Comme on dit, une contribution régalienne. Pas jouer les premiers rôles comme on observe. Oui. Et donc, c'est après ça, peut-être, s'il y a mal donne ou s'il y a un problème, le juge du contentieux pourra être saisi pour pouvoir régler, donc pour pouvoir se prononcer, pour pouvoir gérer au besoin. Est-ce qu'il y a forcément une intention de faire élire certaines personnes, certains candidats obligatoirement? Est-ce que c'est ça qui amène l'autorité à intervenir? Je ne saurais le dire. Mais le problème, il est à ce niveau. Le processus n'arrive pas à aller jusqu'au bout parce que semble-t-il le bureau d'âge, les bureaux d'âge pour les communes où les préfets sont intervenus aussitôt pour bloquer, les bureaux d'âge n'ont pas eu la main pour pouvoir conduire le processus. Étant donné que le bureau d'âge ne pourrait pas se passer donc, de la liste que, en principe, le parti majoritaire, donc le parti qui est sorti majoritaire donc à l'issue de l'élection, donc le bureau majoritaire ne devrait faire qu'avec le nom envoyé par le parti majoritaire pour conduire le processus jusqu'au bout, avant peut-être que s'il y avait des problèmes, que le juge du contentieux ne soit saisi. Intervenir. Oui, ça c'est l'idéal. Oui, Marcel Zomenon, on a ajouté aux idées que vous avez développées. Avant d'évoquer le dernier pan qu'il a évoqué, vous étiez arrêté à la question de la gouvernance en lien avec les tests. Et pour vous, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire, du chemin reste à parcourir. Oui, quand je m'inspire de ce que mon ami a dit, vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. C'est vrai que les problèmes qu'on voulait régler, on a dit, et je l'ai entendu, qu'il faut limiter le nombre de partis, oui. Qu'il faut lutter contre la transhumance. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une dizaine de partis qui ont le récépissé. Et là, c'est sans compter avec les autres partis qui pourront l'avoir. Et ça veut dire que si, déjà au niveau du nombre de partis, et l'objectif était de limiter, moi je trouve que cet objectif n'est pas atteint. Parce qu'au début, j'entendais dire qu'on allait limiter à 3, 4, 5 ou plus. Aujourd'hui, on est à une dizaine. Et il y a certains partis pour lesquels les récépissés sont refusés et qui pourront les avoir. Donc, on pourra en avoir plus qu'une douzaine, plus qu'une quinzaine. Ça, c'est plein. Alors que quand vous regardez très bien les anciennes lois, l'ancienne charte des partis politiques avait réglé ce problème en disant les partis qui existent et qui n'ont pas compétit pendant un certain moment, on leur retire le récépissé. Et ça, on n'a jamais appliqué. Deuxième chose, la transhumance. Joël, vous êtes ici avec moi, vous avez vu combien de fois il y a des navettes entre les deux blocs jumeaux, comme on a l'habitude de dire, le BR et l'UP. Je connais des gens qui ont déjà fait le tour 2 fois. C'est-à-dire qui ont quitté le premier bloc, qui sont venus dans le second et qui sont repartis. Ça veut dire que le problème de la transhumance n'a pas été réglé. Enfin, le problème, et moi je vais te dire que l'un des problèmes qu'on a en politique au Bénin, c'est l'influence de l'argent. Vous êtes dans des quartiers, je ne sais pas si vous avez vu les mêmes choses que moi, pour ces élections. Comme il n'y a pas de partis qui se réclament de l'opposition et qui ont joué à concurrencer les partis proches du pouvoir sur les terrains, on a vu ce qui s'est passé. Même le jour du scrutin, on a vu des gens qui partageaient de l'argent. Et donc, le rôle de l'argent, l'influence de l'argent sur le scrutin n'a pas été limité. D'aucuns pourraient dire que c'est un problème d'ordre moral, qu'il faut régler ça autrement. Mais ça fait partie des objectifs pour lesquels on a dit qu'il faudrait avoir une nouvelle charte. Et enfin, quand nous revenons au problème de liste majorité et de liste majoritaire dans les communes, vous savez, cette disposition existait déjà dans le code de 2013. Et je crois que les législateurs ont tiré des leçons de ce qui s'est passé lors de la première expérience, de la première mandature de la décentralisation. Et la mandature qui a commencé en 2003, qui a pris fin en 2008. Où on a vu le cas le plus patent, c'est celui de Calavi, où le maire a été élu alors qu'il venait d'un parti qui n'avait que 1 ou 2 conseils. Alors qu'il y avait d'autres partis qui avaient et beaucoup plus de conseillers qui étaient majoritaires. Et donc, dans beaucoup de cas,
Celui qui est isolé, qui est singleton, qui a été élu seul, il est là. Et les autres ont peut-être besoin de lui pour se faire élire maire. Et il dit, bon, si vous voulez être maire, prenez-moi maire, vous ajoutez, et moi je vous conseille les autres postes. Et dans beaucoup de cas, ça s'est passé comme ça. Et le législateur a dit, pour corriger cela, et pour permettre l'expression du vote des populations qui ont voté majoritairement pour un parti, il faut que ce parti puisse contrôler la mairie. Et donc, ils ont mis dans le code de 2013 cette disposition qui dit que la liste majoritaire doit être la liste qui va contrôler la mairie. Et donc, quand vous regardez ce qui s'est passé lors de la mandature de 2015, il y a eu moins de problèmes par rapport à cela. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Ce que vous voyez dans les listes majoritaires, 2-3 candidats. Et ça pose un problème que M. Zola a dit tout à l'heure. Nous faisons une élection où nous allons élire les conseils. Et tout le monde est ensemble. Le maire lui-même, celui qui prétend être maire, il est élu conseil avec tous les autres. Alors, il y a là un problème. Le débat pour choisir qui peut être maire, c'est un débat qui devait faire au sein de chaque parti. C'est-à-dire qu'avant d'aller à une élection dans chaque commune, le parti devrait faire une élection primaire pour voir, et peut-être entre 3-4 personnes, celui qui a le meilleur projet de développement municipal pour la commune. Et le parti dit, ça c'est notre candidat pour telle ville. Mais il n'y a pas... En fait, il n'y a pas de démocratie dans les partis. Moi, je me demande si les partis fonctionnent réellement. Donc, non, mais il n'y a pas eu ce débat au point où celui qui le dit, c'est peut-être qu'il a vu un leader politique ou bien ça peut être soit le chef d'État ou un ministre qui lui dit c'est toi qu'on veut être maire. Mais il n'a pas eu l'accord ou l'assentiment des autres. Donc, lui dit je vais être maire. L'autre dit oui, moi-même je vais être maire parce qu'entre-temps, peut-être lui aussi a vu aussi un autre leader qui lui dit je te soutiens pour être maire. Et donc, quand vous regardez tout ça là, vous vous demandez, on n'a eu aucune avancée. Moi, je préfère le dire aussi simplement que ça. On n'a eu aucune avancée. Dans la qualité de la gouvernance, vous n'avez rien parce que les gens n'ont aucun projet. Ils veulent être maires simplement parce que ils ont un soutien politique qui veut leur trouver un poste. C'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut continuer pas à dire les gens n'ont pas de programme pour les localités, puisque désormais c'est les formations politiques. De journaliste, est-ce que tu as vu un des conseillers, avant d'être élu conseiller, qui a présenté un document de développement municipal pour une ville donnée? Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu un débat sur cette question. J'ai vu un débat des gens qui voulaient se faire élire conseiller. Vous avez sans doute raison, Marcel Zoumano. Et donc, on ne doit pas surpris de ça, parce que si tu veux être maire, moi-même je suis dans le parti, moi-même j'ai des parents qui me soutiennent, moi-même je peux être maire. Qu'est-ce qui nous différencie? Le parti n'a pas fait un arbitrage entre-temps sur la base des propositions que toi et moi nous avons fait. Et donc, chacun il peut même en avoir plus que 3 même. Moi, je suis même heureux qu'il n'y en a eu que 3 dans certaines communes. Mais lorsque l'on sait aujourd'hui que ce sont des formations politiques qui présentent désormais des listes, est-ce qu'il ne faut pas considérer ça comme une avancée? Et hier, ce n'était pas forcément ça. Non. Monsieur Zola l'a dit. Avant, il y avait aussi les associations qui pouvaient présenter des listes. Ils ne sont pas politiques. Mais le législateur dit qu'il veut maintenant un politique. Parce que c'est déjà pas un petit pas. Parce qu'on a supposé que... Pourquoi? Parce qu'on a supposé que la décentralisation avait 2 objectifs. La démocratie à la base et le développement local. Et les gens supposent que quand on parle du développement local, il y a des associations de développement qui étaient dans le domaine. C'est ce genre de raisonnement. Moi, j'ai participé à des trucs sur les premières lois sur la décentralisation. J'étais dans une ONG, on a fait les sensibilisations et on a répété ça un peu partout. Et donc, c'est ça qui a amené à ça. Maintenant, si les politiques veulent s'arroger de tout, il faut qu'ils y apportent un peu plus de qualité, un peu plus de sérieux. Ce que moi, je ne vois pas. C'est de ça que je parle, ce que je ne vois pas. Et vous ne vous attendez pas à grand-chose des politiques? Non, pour ce que j'ai vu, j'ai mon opinion sur la classe politique, oui. Et que j'ai toujours dit que nous avons une classe politique médiocre, je n'ai jamais cessé de le dire. Ce qui est là ne me convainc pas pour le moment. J'ai l'impression d'avoir affaire à des gens qui sont là pour défendre d'abord leur propre intérêt. Le reste viendra après. Alors, si on est à ce stade et que les politiques eux-mêmes, même si ce sont eux qui, sous d'autres cieux, se retrouvent encore législateurs, ne partagent pas forcément ce qu'ils mettent dans les tests, là, visiblement. Le travail à faire désormais, c'est à quel niveau?
Les experts qui doivent descendre dans l'arène pour mettre les jalons et les béquilles qu'il faut pour que le politique soit plus responsable, ou ça aussi c'est une lecture biaisée des choses. Je veux pas croire que les politiques qui légifèrent, qui ont... On en a vu qui se sont présentés à la Sénat pour demander, expliquez-nous les tests. Non, c'est des choses qui arrivent. Peut-être qu'il y a eu des questions qu'ils ont commencé à se poser peut-être après. Vous savez aussi, c'est la structure. Il y a une structure qui est peut-être à un moment donné chargée donc, de mettre en œuvre les dispositions. On peut toujours se rapprocher de cette structure pour pouvoir comprendre, pour pouvoir savoir comment est-ce que la structure veut mettre en œuvre les dispositions de la loi. Bon. Mais je veux croire, comme je dis, je veux croire derrière que nos législateurs prennent quand même la mesure de tout ce qu'ils votent et tout ça. Et je veux quand même... Je veux pas être aussi catégorique que mon très cher ami Zoumenou pour dire non. Il y a certainement eu des avancées. Moi, je préfère toujours cette posture où il faut être quand même assez optimiste. Il faut quand même essayer de voir qu'à un moment donné, contribue. Pour moi, c'est pas toujours un problème. La vie ne saurait jamais être un balbutiement. Voilà. Donc, si on fait des choix, il faut d'abord voir. Là maintenant, même si on en revient à une douzaine de partis, c'est déjà qu'on est parti de, je sais pas, 200 ou je sais pas combien, et même si c'est 15, même si c'est 12, même si c'est 10, c'est déjà, ça permet de clarifier donc la scène politique. Ça permet aujourd'hui de responsabiliser un peu plus les partis politiques, les acteurs politiques. Mais ça aussi, aujourd'hui, c'est vrai, la transhumance se constate toujours, mais ça ne peut plus être la même chose qu'hier. Et c'est comme ça aussi que tout doucement, vous allez voir, j'ai lu même un document qui est passé, les gens commencent à mettre, par exemple, l'Union progressiste à gauche, le bloc républicain à droite. Donc tout ça, c'est avec le temps aussi, parce que tout ce que nous disons, vous avez beau avoir une loi, ce n'est pas de la magie pour que tout se mette en place, que tout aille bien, que les choses se passent comme on aurait. Non, c'est pour ça que je disais aussi après que nous sommes tous des hommes, et un homme, c'est quand même, quelle que soit la volonté, quelle que soit la force, quel que soit le cadre qui est créé, mais il faut amener l'homme maintenant à rentrer dans le cadre qui est dessiné. Et ça, c'est pas du jour au lendemain, quel que soit donc toute la force donc qu'on peut vraiment utiliser pour arriver à cette fin. Nous avons un modèle peut-être que nous avons choisi. Je suis parfaitement d'accord et je suis d'accord avec lui. Sous l'aspect peut-être démocratie locale, notre système de décentralisation a réussi. Enfin, démocratie locale. Oui, c'est-à-dire que expression donc de la volonté populaire, organisation des élections, choix des élus locaux et tout ça, c'est tellement que nous avons fait des avancées. Mais c'est l'autre versant de la question développement local, c'est sur ce point-là où ça n'a pas du tout bougé. Et c'est comment est-ce qu'on responsabilise les acteurs là aussi. C'est aussi ça qu'on essaie de chercher en ce moment. Il y a plein de tendances dans les partis politiques, dans tous ces partis politiques, où encore on est là à se livrer des guerres donc de leadership, des guerres de personnes. Beaucoup plus de personnes sans encore penser aux idées, sans encore penser... Vous pensez qu'on va pouvoir tourner la page de sitôt où le chemin reste encore long? Parce que l'urgence, elle est quand même là, le développement intégral. Mais lorsque les problèmes de personnes sont encore si lancinantes, comment le technicien appréhende l'avenir des populations pour ce qui est de leur mieux-être? Bon, tout dépendra toujours de la volonté donc des hommes politiques. Toujours. Encore eux. Oui, encore eux. Ils sont là et on ne pourra pas faire avec eux parce que
il n'y aura jamais de magie, ou bien on ne va pas proclamer et puis des hommes vont tomber du ciel, ou bien on ira chercher certains peut-être ailleurs pour venir faire que non, ce sera toujours, ils sont au cœur du système. C'est pour ça que moi je suis d'accord qu'on puisse faire vraiment le point de ce qui n'a pas marché et qu'on puisse... On y est, c'est ce qu'on est en train... Pendant qu'on y est, moi je ne pense pas aussi qu'en ce moment, qu'on veuille aller à une modification en urgence. Déjà, et ça, sur ça et là, on a le regard tout vers les législateurs. On espère qu'ils ne nous offriront pas ce plateau, mais... Le juge du contentieux, je crois aussi qu'il faut le mettre en scène. C'est aussi le moment pour lui, parce que quelle que soit la loi qu'on va écrire, à un moment donné, il faudra que le juge interprète. C'est ça aussi qui fera du juge, qui fera que le juge... qui permettra au juge de retrouver toute sa place aussi dans le système donc, d'une démocratie. Donc à un moment donné, si on n'arrive pas à interpréter, si on n'arrive pas vraiment à lire, à savoir comment est-ce qu'il faut mettre en œuvre, on doit pouvoir demander au juge de clarifier la situation, de nous permettre d'avancer le temps. Peut-être que le législateur essaie d'en tenir compte, donc, de tout ce que le juge aurait apporté comme clarification. Là, oui. Que ce soit du point de vue politique, qu'on suspende un processus qui normalement est déjà prévu, comme on dit, on installe, et après le préfet installe, le bureau d'âge prend la main pour faire les élections, et puis le préfet en tant qu'autorité du tutelle peut être amené à apprécier ce qui s'est passé, ou peut-être que quelqu'un ne soit pas d'accord et que la personne saisisse le juge du contentieux. Je crois que tout ça, ça ne devrait pas être un problème. Pour l'instant, pas de saisine, pas de saisine du juge du contentieux. Plutôt, ça va dans tous les sens. À ces nombreuses suspensions, les voix qui s'élèvent aujourd'hui demandent à ce qu'on aille une fois encore vers le législateur. Va-t-on se permettre de changer les règles du jeu en plein jeu? Marcel Zoumenou, à quoi pourrions-nous assister? Est-ce qu'il faut le conseiller? Changer les règles du jeu en plein jeu. On n'arrive pas à installer les maires. Les tests demandent, après l'installation des conseillers, que l'élection du maire suive automatiquement. Pour l'instant, ça cloche. Même les villes à statut particulier vivent la situation Parakou, Cotonou, où on pensait que c'est gagné d'avance. C'est reporté, s'inédié. Certaines demandent à ce qu'on aille voir le législateur. Que conseillerez-vous? Non, c'est pas bon. C'est pas bien de légiférer en pleine élection. Il faut laisser le processus électoral aller à sa fin. Et après, on tire leçon de ça. Parce que le recours fréquent à la modification des tests électoraux, c'est pas un bon signe. Je l'ai dit. C'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Je l'ai dit tout à l'heure. Et le contentieux préélectoral, et puis nous avons vu dans ce cas, comme dans le cas des élections législatives, on a vu que certaines dispositions des lois ont été déférées devant le juge du contentieux électoral. Dans le cas des élections législatives, il y avait cette histoire de l'article 245 du code de 2018 qui parlait de cette histoire de 10%, et on a été obligé de demander l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Et dans ce cas aussi, il y a eu cette disposition, l'article 184, si j'ai bonne mémoire, où on parlait également de 10% au niveau communal qui a été déféré devant la Cour suprême. Et donc, ces recours permanents au juge du contentieux électoral, surtout dans une période pré-électorale, c'est un signe de la mauvaise qualité des lois électorales qu'on a. Moi je ne suis pas juriste, mais je les entends dire que quand un texte est bien rédigé, on n'a pas recours tout le temps à demander l'explication auprès d'un juge. Ça, c'est le premier aspect sur lequel je voudrais revenir. Donc, pour moi, il n'y a pas question de recourir à ça. Il faut les éprouver. Encore que, et pour tirer un peu leçon de ce que M. Zola a dit, les blocages qu'on a, c'est lié au truc là, de la manière dont les préfets, eux, interprètent les lois. En réalité, juste après l'installation, ils devraient installer le comité des âges, comment dire, le bureau d'âge qui doit procéder à l'élection. Mais les préfets disent, nous n'avons pas reçu les listes, et c'est sur ces bases qui bloque le processus. Est-ce que normalement les choses devaient se passer comme ça? C'est une interprétation de la loi. Et donc, moi je pense que
il faut laisser les choses, il faut permettre au bureau d'âge de conduire le processus. Quand il aura des blocages, maintenant, on va faire recours au juge électoral. Enfin, je voudrais réagir à ce que quelque chose que M. Zola a dit, que j'ai entendu ailleurs aussi. C'est sur les options idéologiques des partis. Je l'ai entendu dire qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus tel parti à gauche et tel parti à droite. Et ça aussi, c'est une insuffisance de la loi. Je l'ai relevé ici une fois. Quand vous regardez la charte des partis, et l'article qui parle des critères de création du parti, le dernier alinéa, le dernier tiret, a dit l'obédience est idéologique à titre facultatif. Oui, oui. Et ça, c'est le dernier alinéa. Or, normalement, le socle d'un parti, c'est l'idéologie. C'est-à-dire, quand vous voulez créer un parti, c'est l'idéologie. Ça ne doit pas être laissé au bon vouloir de qui que ce soit. Tout à fait. Et c'est ça qui ouvre la boîte de Pandore. Et c'est pourquoi je dis que si l'objectif est de réduire le nombre de partis politiques, cette disposition légale ne règle pas le problème. Parce que si on avait dit dans le premier alinéa qu'il faut que le parti ait une idéologie claire, nous savons qu'aujourd'hui dans le monde, il y a deux grandes pôles. La droite, la gauche, l'un mélangé dans l'autre, ça donne l'extrême droite, l'extrême gauche, et peut-être le centre, au plus 5. Et peut-être si on ajoute écologie, ça va faire 6. Mais si on dit que cette option est facultative, ça ouvre la porte à la création de partis multiples. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a une faiblesse dans les tests qu'il faut régler si on veut réellement que les options et les objectifs politique qu'on a voulu atteindre par la réforme du système partisan, si on veut réellement que ces objectifs soient atteints, il faut revoir quelques dispositions dans la loi. Une fois encore, le législateur est interpellé. Ils sont à l'écoute, on espère qu'ils feront le travail qu'il faut. Il y a les cabinets à côté pour pouvoir les appuyer. Chers législateurs, voudrait bien aider le Bénin à sortir la tête de l'eau. L'émission tend vers sa fin. Le technicien de droit, sur ces questions, si vous avez plutôt des recommandations à faire, que diriez-vous? Oui, sur la question de l'élection des maires, je crois que il faut que, je ne sais pas si c'est avec la loi aussi qu'on peut régler, il faudra amener les partis politiques, les acteurs politiques à régler la question donc, de la désignation des candidats au poste de maire, d'adjoint au maire, de CA, en amont, c'est-à-dire avant. Parce que quand on arrive, ils ne sont pas arrivés à régler ça avant de présenter les candidatures, c'est ça qui nous rattrape. Pendant qu'on est là pour désigner maintenant le candidat. Et donc, il faut voir peut-être... faudra voir un système où, directement, en présentant la liste de candidatures, qu'on puisse déjà avoir qui conduit la liste, donc qui est vraiment pressenti pour être maire, si la liste concernée gagnait. Donc, je crois que si on a un système comme ça, au moins, on aurait réglé cette question de désignation. Merci à vous, Zola. On espère vous retrouver très bientôt pour poursuivre cette émission. Le processus suit toujours son cours. 15 secondes, vous voulez dire? Non, qu'est-ce que je dis? Il faut qu'on puisse tirer le son de ces erreurs, ces errements, pour pouvoir voir les aspects des lois électorales qu'il faut corriger. Merci à vous, Marcel Zoumenou, chers téléspectateurs. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu chez vous. Sans vous, pas d'importance pour ce que nous faisons ici au quotidien. Xavier Zola, très bientôt sur le plateau de 100% Bénin. Vous l'avez promis. Merci une fois encore à vous, Marcel Zoumenou. Et au grand réalisateur du jour, juste dont ils ont dit aussi grand merci. On fausse compagnie sur cette citation du philosophe essayiste français, pour vous qui l'avez redemandé, Louis de Bonald. La justice, dit-il, imprime la paix, la force, provoque par contre la résistance. Bonne méditation chez vous. À très bientôt pour un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.